Bonjour, bonjour à tous et surtout très bonne année. Je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 3 janvier et c'est le MAG. Bonjour à tous. J'avais pas mis le micro. Ah, t'avais pas mis le micro, oui, je me disais que ça résonnait pas mal. Bon, après, il y a plus de tapis, donc c'est normal que ça résonne. Hein. Bonne année à tous, j'espère que vous êtes mieux réveillés que moi. Normalement, vous devrez mieux m'entendre bouffer de rire dans le micro. Toujours pas branché, vous me dites. Toujours pas branché. Alors, ça c'est plus embêtant. Pourquoi le micro est pas branché? Il y a un problème. Il y a un problème. Alors, déjà, prends celui-là, ça ira mieux. Ah, il y en a deux. Alors, pose celui-là là-bas. Ah non, mais alors si on essaie de me piéger avec 36 000 micros sur la table, ouais, je vais avoir du mal, ouais. Est-ce que celui-là est mieux? Est-ce que celui-là est mieux? Dites-moi. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Ok, donc déjà, je vais oublier de prendre le micro, mais en plus, quand je le prends, je prends le mauvais. On va pas s'en sortir. Bon, puisque je suis là, je vais rectifier juste la caméra. Du coup, la technique en profite pour corriger le cadrage. Parfait, parfait. C'est bon, monsieur? Je check. C'est un petit peu tordu, mais bon, écoute. Bah, vous me verrez tordu ce matin. Vous me verrez tordu ce matin, mais au moins vous m'entendez. Il y a de l'amélioration. Donc voilà, début d'année sur les chapeaux de roue, hein, très bien réveillé. On est au top. Entre les fuites d'eau, les micros bouillés et tout, on va y arriver. Très bonne année à tous. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Ça a pas l'air, mais pourtant je suis en forme. Je suis bien reposée. J'ai passé de bonnes vacances. Voilà. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Voilà, que vous êtes amusés, reposés. C'est pas toujours le cas avec les fêtes de fin d'année, on le sait, mais que vous avez bien célébré tout ça et que vous avez pu profiter de vos proches. Voilà. Les traces du réveillon sont toujours là. Bah, franchement, en plus, on n'a quand même pas fait un réveillon on n'a pas teufé et tout. Enfin, voilà. Donc, on a fait des jeux de société jusqu'à pas d'heure. Donc, c'était plutôt tranquille, même si c'était super sympa. J'ai découvert des jeux de société qu'on m'avait offert à Noël. On m'a offert... C'était Living Forest, je crois que c'est ça le nom. Donc voilà, on n'a pas fait que ça, mais voilà. Bon, en tout cas, ravi que vous ayez bien. Je vais vous dire bonjour quand même dans la chatroom. Salut Gukivea, salut Melmox, salut Pierre-Yves, salut Leita, salut Wance, salut Laurent, salut Yves, salut Flonflon. Et bonne année, salut Nathalie, Pink Lady, salut Flo 645, salut Tichoun, salut Grove BD, salut Stingy, salut Matteo Reo, salut Artelis 21, salut Bartou, salut Alcogeek, salut Samuel évidemment, salut Guillaume qui me disait prends l'autre micro. Bien tenté mais j'ai pas vu ton message. Donc voilà. Salut Agnio, salut Gecko Splinter, salut The Big Ben, salut Charles, salut Lorraine Père, salut Ned Carlis. Que de bonnes vibes dans la chatroom ce matin, ça fait trop plaisir. Après une petite semaine de pause, ça fait trop plaisir de vous retrouver. Mais de quoi va-t-on parler ce matin ? Bah, je vous propose qu'on fasse le sommaire quand même. On va parler de Oppo qui continue à développer des processeurs pour ses smartphones. Alors après avoir travaillé notamment sur processeurs pour la photo et l'un dédié au Bluetooth pour la musique, du coup il continue à se muscler. Il aurait potentiellement pour projet de développer carrément le processeur Core de leur prochain smartphone. On verra comment, peut-être avec des partenariats, mais c'est intéressant. Ensuite on parlera d'une petite anecdote
en ces temps de fin d'année où l'on voyage avec des bagages chargés de cadeaux, c'est vraiment pas le moment où on a envie de perdre ses bagages, même si on n'a jamais envie de perdre ses bagages. Et c'est vrai qu'avec la popularisation des AirTags, ces petits trackers de bagages, pas que, mais pas mal utilisé pour les bagages, eh ben on peut pointer du doigt les mauvaises pratiques des compagnies aériennes. Et ça, c'est encore une anecdote qui a été partagée assez cocasse d'une cliente de United Airlines qui a traqué ses bagages et qui les a vus voyager alors que United Airlines maintenait qu'elles étaient en sécurité dans un endroit où elles n'étaient pas. Donc ça, c'était assez rigolo. Enfin, rigolo pour nous, un peu moins pour la personne, évidemment, même si tout est fini, tout a bien fini. On continuera avec un sujet un peu moins rigolo puisque c'est justement la hausse des prix de l'énergie et comment l'Europe essaie de trouver des moyens alternatifs pour garantir de chauffer les foyers des Européens, et il se tourne notamment vers les data centers qu'on avait déjà évoqués notamment pour pouvoir réutiliser cette chaleur superflue. Certaines sociétés le font déjà, comme Microsoft et Amazon, et a priori, les gouvernements aimeraient bien accélérer la chose et le rendre peut-être obligatoire pour pouvoir bénéficier de cette chaleur générée pour chauffer les foyers. On en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et puis, on parlera également d'un aéroport autonome. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, tout simplement, on parlera d'un aéroport à Tours qui sera bientôt contrôlé à distance depuis des équipes à Toulouse. Et oui, c'est pas une blague. Donc on verra un petit peu comment ça se passe parce que pour gérer un aéroport, généralement il faut quand même une équipe au sol pour pouvoir guider les avions, etc. et pour pouvoir coordonner les efforts sur place. Et là, du coup, tout ça va être fait à distance. On verra quelle technologie a été employée pour pouvoir développer ça. C'est pas le premier aéroport à le faire, mais ça va se généraliser un petit peu plus. Et puis on terminera avec la news du jour, c'est Back Market. Alors non, ça sera pas le dernier article, mais l'avant-dernier. Back Market qui prévoit un plan de départ. Voilà, la pépite de la tech française. C'est à son tour, encore une fois, on sait qu'il y a eu une vague de licenciements ou de plans de licenciements chez pas mal de startups, avec le climat économique qui est particulièrement défavorable et compliqué à l'heure actuelle. Et donc c'est pas forcément étonnant qu'on ait encore ce genre d'informations. On sait que a priori 2023 sera pas non plus super top pour le climat économique, et donc c'est normal que certaines sociétés prennent ce type de décision, mais ce serait intéressant d'en parler un peu plus en détail sur comment ils vont mettre en place. On parle de 13% de personnes qui seront licenciées. Donc ça représente 93 personnes touchées au total sur les 715 salariés de Back Market. On verra un petit peu comment ça va se passer. Et puis on terminera cette fois-ci avec la dernière news tech du jour, et c'est notamment l'impact de ChatGPT au sein des facs et des lycées, avec un nouveau défi finalement pour les enseignants de repérer les copies rendues avec l'aide de ChatGPT. Et donc c'est assez intéressant comme impact de la tech dans notre quotidien finalement. Et puis on fera une tartine aujourd'hui, puisque je vous l'ai pas fait en décembre, mais je voulais vous partager un petit peu mon top 2022 des séries que j'ai le plus aimées. Alors j'ai un peu triché dans mon top 2022 parce que toutes les séries ne datent pas de 2022 mais ont été visionnées en 2022. Donc c'est vraiment le top à la Marion, quoi. Mais voilà, je trouvais ça sympa quand même de faire le point, de prendre l'opportunité de cette début d'année finalement, début d'année 2023, pour faire le point sur les séries qui m'ont le plus marqué en 2022. Pour certains qui sont peut-être encore en vacances, ça sera peut-être l'occasion de faire du binge-watching et de rattraper des séries manquées, ou tout simplement de vous donner quelques idées pour ceux qui sont en panne d'inspiration sur quelle série regarder. Voilà, on terminera là-dessus. Je vous propose sans plus tarder de commencer avec du coup le Kawa.
On commence du coup avec le Kawa ce matin et les news tech, et on commence avec Oppo. Qu'est-ce qui se passe du côté de Oppo? Comme je vous le disais en introduction et en sommaire ce matin, ils marchent un petit peu dans les pas d'Apple et de Google en travaillant sur leur propre processeur de smartphone. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas la première fois, puisque comme je le disais, en fin 2021, Oppo avait déjà fait un changement de stratégie en proposant pour la première fois une puce dédiée justement à la partie photo de ses smartphones haut de gamme, le Mari Silicon X, donc un processeur vraiment dédié à la photo. Mais c'est pas la seule, puisqu'un an plus tard, donc en 2022, la firme chinoise avait annoncé justement qu'il continuait avec le Mari Silicon Y cette fois-ci, donc la première puce Bluetooth sur laquelle ils ont travaillé, et en tout cas sur laquelle ils ont vraiment ils l'ont utilisée pour la commercialiser dans leur smartphone, et elle était dédiée cette fois-ci à ces produits audio. Et donc du coup, c'est assez logique qu'ils continuent sur leur voie, puisque a priori ils devraient passer à l'étape suivante et carrément produire le vrai processeur, donc System on the Chip, le SoC, de leur prochain smartphone. Alors, ils vont peut-être pas le faire tout seul, ils vont très certainement s'aider d'un partenaire. Alors, il y a différentes stratégies possibles. Ils peuvent tout simplement faire appel à des boîtes comme Mediatek qui ont carrément lancé un programme de customisation de puces haut de gamme à destination des fabricants. Donc là, il y a un choix assez large et ils peuvent choisir des critères de customisation. Ils peuvent aussi tout simplement aller voir la société TSMC pour directement obtenir ce qu'ils ont besoin, comme Apple, un peu à l'image d'Apple qui avait mis fin d'ailleurs à leur partenariat avec Samsung en 2015 et qui avait sorti leur propre puce justement. Et donc c'est vrai que voilà, en termes de rumeurs, qu'est-ce qu'on sait sur ce potentiel processeur? On avait cette rumeur depuis octobre que Oppo cherchait peut-être à fabriquer un processeur avec un niveau de gravure, une finesse de gravure à 3 nanomètres, je sais pas. NM, c'est nanomètres, c'est bien ça. J'avais peur de dire une bêtise, mais c'est bien ça. 3 nanomètres. Donc 3 nanomètres, pour référence, c'est quand même la gravure la plus fine aujourd'hui. C'est quand même un sacré défi aussi. On devrait voir les premiers résultats arriver début 2023. Enfin, en cours, au début de l'année 2023. Mais il y a des retards de production et on le sait, il y a quand même pas mal de soucis sur la chaîne d'approvisionnement. Et pour info, c'est la piste de la collaboration avec TSMC est assez probable puisqu'ils ont déjà travaillé avec eux sur le premier processeur finalement photo qu'ils avaient sorti, le Mari Silicon X. Ils travaillent déjà avec eux avec une gravure à 6 nanomètres. Donc ce serait pas complètement étonnant qu'ils continuent et développent finalement leur partenariat avec la même boîte. Donc c'est quand même un projet assez ambitieux, mais intéressant à suivre. J'en profite pour remercier plein d'abonnements ce matin. Dis donc, vous êtes levé du bon pied. Je vous ai j'ai pas mal raté d'ailleurs. Un grand merci à Nodule59, Strophantus, Totors44, Extranas qui nous a fait un petit cœur. Oz également, Irgachef et Fougère40. Merci pour ton pseudo un peu plus simple à prononcer. Un grand merci à vous pour vos soutiens de bonne année. Ça fait super plaisir. On démarre sur les chapeaux de roue. Merci à vous pour votre soutien. Un grand merci également à Montana8134. Ça fait chaud au cœur de pouvoir commencer l'année avec tout ce soutien et toute cette bonne humeur. Un grand merci à vous. Sur Nut, je comprends pas trop ton commentaire. Là, je regardais la chatroom. Tu nous dis, je croyais que TSMC ne faisait que fabriquer des puces pour tout le monde et n'en concevait pas. Oui, je pense qu'il y a une petite confusion peut-être dans l'article, dans la manière dont je l'ai présenté. TSMC donc fabrique des puces
pour les différents constructeurs. Donc là, le but, ça serait en effet d'utiliser la chaîne de production de TSMC pour produire du coup les puces d'Oppo. Donc là, voilà. Tandis qu'une autre piste, ça serait de faire un partenariat avec MediaTek qui crée ses propres puces. Donc là, pour le coup, c'est ce que TSMC ne fait pas a priori, qui crée ses propres puces et propose des puces customisables pour, à disposition des fabricants. Donc là, voilà, ça serait différent comme démarche. Donc je pense que c'est cohérent avec ce que tu avais l'air de dire. Un grand merci également à Sani des Doudidou pour leur soutien. Un grand merci à vous. Bonne année également à vous. Voilà en tout cas pour Oppo, ça va vers plus une meilleure intégration finalement software, hardware. Moi ça me fait chaud à mon petit cœur parce que du coup ça va dans le sens d'améliorer aussi l'expérience. Enfin on verra la qualité des processeurs qui sont capables d'avoir dans leur smartphone, on verra comment ça se passe. Un grand merci à Eliav également pour ton soutien, merci beaucoup. Ah là là, on est dans le train de la hype ou quoi là? Attendez, je lis un petit peu les emojis de Twitch. Excellent. Niveau 2 terminé, foufou. On continue donc après Oppo et ses processeurs, on continue cette fois-ci avec l'anecdote du jour avec les bagages qui voyagent en même temps que vous, mais pas tout le temps de manière synchrone. Et oui, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est une anecdote partagée par une cliente de United Airlines qui s'en est pris d'ailleurs s'en est pris à la compagnie aérienne et a carrément publié sur Twitter suite à son agacement sur le manque d'écoute et de professionnalisme, on va dire, de la société aérienne. Voilà, on le sait, les pertes et les vols de bagages, c'est un peu le cauchemar de tout le monde et donc de tous les voyageurs. Et du coup, on se retrouve finalement en face d'un service client qui a des fois pas forcément les outils pour nous renseigner. Ils vont avoir des procédures un petit peu automatiques pour nous répondre qui correspondent pas forcément au degré d'information qu'ont les voyageurs, surtout les voyageurs qui mettent des AirTags sur leur bagage et qui vont pouvoir suivre la position de leur AirTag et avoir une meilleure information que le support client sur où se trouve vraiment leur bagage. Donc ce qui rend un petit peu la fonction de support et d'accompagnement des passagers un peu plus compliquée. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, United Airlines s'est fait prendre la main dans le sac après qu'une voyageuse a pris donc le soin de placer un AirTag dans ses bagages et donc a pu savoir plus précisément que la compagnie aérienne où se trouvaient ses valises et pourquoi elles se trouvaient à cet endroit-là spécifiquement. Donc la société aérienne de son côté disait les valises elles sont bien sous contrôle, elles seraient livrées rapidement chez elles, donc des valises qui ont été pas transportées sur le même vol que la passagère en tout cas. Et en fait, alors que la compagnie aérienne disait non, mais on est sous contrôle, on sait où elles se trouvent, elles sont dans un entrepôt, etc., etc. Et ben la passagère a pu dire non, je peux vous dire qu'en fait je sais exactement où elles sont avec les AirTags et elles ne sont absolument pas là où vous me dites qu'elles sont, puisque la jeune femme a pu suivre carrément ses bagages, voyager d'immeuble en immeuble, même dans un McDonald's, pour finalement se retrouver dans une benne à ordures. Sérieux quoi, genre. Et elle a même pu partager via des photos de Google Street Photo, Google Street View, carrément des photos comme quoi c'est pas la seule à avoir des bagages qui étaient jetés ou mis à côté de cette benne à ordures. Donc en gros c'est une pratique qui était faite, qui est pas nouvelle quoi. Genre c'est pas un accident isolé d'une valise qui se retrouve dans une benne, c'est une pratique de United Airlines quoi. Donc on sait pas pourquoi, c'est un petit peu bizarre. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est que malgré les alertes de la voyageuse, la compagnie ne voulait apparemment rien savoir, ce qui est encore un peu plus problématique. Il faut à mon avis muscler un petit peu leur capacité à répondre en face de ces voyageurs qui ont des AirTags et qui sont mieux informés finalement que les supports clients. Et donc la compagnie en effet arrêtait pas de lui dire non madame vous vous trompez, on sait très bien où elles sont, calmez-vous et arrêtez de nous contacter quoi. Ce qui est quand même un petit peu un comble.
Donc voilà, ça c'est vraiment des industries ou en tout cas des manières de travailler qui n'ont pas l'habitude d'avoir des clients qui sont mieux informés que le support client, et donc le support client qui n'a pas les outils de leur côté pour pouvoir traiter ce genre de situation de manière adaptée, et donc qui répond complètement à côté de la plaque. Donc là c'est pas forcément comment dire, un manque de compétences ou une mauvaise foi de la part de l'équipe support de United Airlines, c'est qu'à un moment donné, ils sont face à un cas qu'ils ne savent pas traiter, et ils n'ont pas les outils nécessaires, ils n'ont pas les protocoles adaptés ici, ou les process adaptés pour pouvoir avoir une réponse utile pour la voyageuse en question. Et ça, c'est un petit peu dommage, quoi. Donc ça va, en tout cas les AirTags vont du coup devoir mettre un petit peu la pression, ils sont déjà en train de mettre un peu la pression à ces compagnies aériennes finalement pour avoir une réponse plus adaptée face à des voyageurs plus informés maintenant de où sont leurs bagages. Donc c'est assez rigolo parce qu'il y avait, je sais plus quelle compagnie aérienne c'était. Je sais que j'avais fait la news cette année qui avait carrément banni les AirTags parce que du coup ça leur créait plus de problèmes parce qu'en effet les voyageurs pouvaient voir la maltraitance, le mauvais voyage des bagages en temps réel, et donc du coup ils avaient essayé tenté de faire interdire les AirTags dans les bagages. Ils étaient revenus sur leur décision. C'est Lufthansa. Merci beaucoup la chatroom pour le rappel du nom de la compagnie aérienne qui avait tenté du coup de faire interdire les AirTags. Donc voilà, on voit que il y aura pas de choix, il y aura pas le choix pour ces compagnies aériennes de muscler un petit peu leur capacité de réponse face à ce genre de situation, quoi. Et de plus prendre les voyageurs pour des gentils naïfs. Voilà. Je regarde un petit peu vos commentaires dans la chatroom. Je pense pas qu'il y ait un procès, ça va pas aller jusque-là. Elle a retrouvé ses bagages puisque justement dans la journée... attendez, je rescrolle dans l'article. Je suis pas sur le bon article. Est-ce qu'on a la fin de l'histoire? Bon, de ce que j'ai compris, c'est que tout est... Alors attendez, je clique sur la source, parce que sur l'article que j'ai pas la fin de l'histoire. Non, j'ai même pas la fin de l'histoire. Mais a priori, ils ont dû... surtout le fait qu'elle ait communiqué publiquement et que ça a été relayé dans la presse, je pense qu'il y a eu au moins un dédommagement s'il n'y a pas eu une livraison correcte des bagages, quoi. Addict, tu nous dis c'est du vol de certains employés. Enfin bon, ouais, quand c'est dans Google Street View, c'est du vol répété, et je veux dire, c'est un motif de licenciement, quoi. J'espère. Voler les biens des voyageurs, c'est quand même violent, quoi. Donc j'espère en tout cas que les mesures seront prises ou les sanctions seront prises. Il y a matière à procès. Je dis pas qu'il n'y a pas matière à procès, mais là, j'en ai pas entendu parler dans l'article, en tout cas. Saul Goodman est pas loin. Attends un peu sur Newt, on va en parler à la fin de l'émission de Saul Goodman. Voilà. Un grand merci à Ryocal, Fred La Réunion et Copperfield 93 pour votre soutien. Un grand merci à vous. Je vous propose de continuer avec la prochaine news. La prochaine news, c'est du coup une anecdote un petit peu moins marrante puisqu'elle concerne évidemment l'enjeu de le train de la hype niveau 4. Mais dis donc, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe ce matin? Un grand merci à vous de nous soutenir toujours. Ça fait trop plaisir. Et donc du coup, je disais, on va enchaîner avec du coup la prochaine news qui est donc du coup l'enjeu énergétique de cet hiver et notamment de pouvoir chauffer les foyers européens. Alors, je pense que les mesures qui vont être prises là vont pas forcément bénéficier à cet hiver actuel dans lequel on est déjà, mais peut-être potentiellement avoir plus d'autonomie, d'indépendance pour les prochains hivers. Et donc du coup ça c'est intéressant. J'ai un truc dans l'œil, excusez-moi.
Hop, on va s'en sortir. Décidément, ce matin, c'est compliqué. Et donc, du coup, dans cet enjeu pour chauffer les foyers européens, et ben, du coup, les gouvernements essayent de trouver des solutions alternatives. On le sait, du coup, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On a la conséquence directe du coup de la hausse des prix de l'énergie. On a également Moscou qui a limité drastiquement les exportations de gaz vers l'Europe, passant donc de 40% avant la guerre à 10% seulement aujourd'hui. Ça, c'est une source du Wall Street Journal qui nous le communique. Et du coup, c'est un peu dans ce contexte de crise énergétique, de crise de l'énergie, du coup, que les gouvernements essayent de chercher des solutions alternatives. Alors du coup, ils se tournent notamment vers les data centers. Alors c'est pas la seule solution envisagée. On a notamment Gary Shapiro, PDG de la Consumer Technology Association, qui avait mis en avant l'enjeu de capitaliser sur les villes intelligentes pour prévenir la prochaine crise énergétique. Et donc ça va permettre de réaliser des économies d'énergie durables, mais aussi une option, c'est les data centers. Les data centers envisagés justement pour réutiliser l'excédent d'électricité qui pourrait être utilisé et connecté au système de chauffage urbain. Et donc ça, c'est une piste. Et c'est pas une piste complètement nouvelle, puisque Amazon et Microsoft ont déjà travaillé sur le sujet. Ils travaillent déjà d'ailleurs avec une société finlandaise qui s'appelle Fortum Oy. Je sais pas si je le prononce bien et je m'excuse auprès des Finlandais si j'écorche le nom de la société. Et donc ils travaillent déjà avec ces sociétés énergétiques finlandaises pour recycler et collecter la chaleur résiduelle des centres de données en Europe du Nord. Et donc du coup, ça pourrait être une piste, surtout qu'en plus Microsoft prévoit en 2023, ou pas que, mais en tout cas il prévoit de déployer 50 à 100 nouveaux data centers par an. Voilà, donc quand même un joli rythme de déploiement, c'est assez impressionnant. Et donc du coup, à l'heure actuelle, Microsoft exploite pas moins de 200 data centers. Donc voilà, Microsoft avec Amazon, c'est quand même des gros fournisseurs en tout cas de data center, ou en tout cas ce sont des gros gestionnaires de data center. Microsoft en a déjà 200, ils prévoient de déployer un rythme de 50 à 100 par an. C'est quand même une croissance très très impressionnante, et donc du coup une opportunité assez intéressante de pouvoir finalement réutiliser cet excédent d'électricité pour le connecter au chauffage urbain. Alors pour l'instant, ça reste quand même très nouveau comme système. Il y a des enjeux notamment écologiques et économiques concernant les data centers à voir. Et il y a des défis quand même importants d'un point de vue technique et juridique à résoudre avant d'avancer. Mais en tout cas, une piste qui avait été mise auparavant un petit peu de côté parce que peut-être pas elle avait peut-être certaines difficultés de mise en place, certains problèmes pas très faciles à résoudre, etc. Finalement elle est réévaluée à la lumière de la pénurie d'électricité à laquelle on fait face à l'heure actuelle. Technisavoir, tu nous dis surplus de chaleur, mais pour l'été ça redeviendra un problème. Oui, à voir s'il y a moyen. À voir, je sais pas. Je pense qu'il y a moyen de réutiliser quand même cette chaleur pour autre chose. Il y a Cernit qui nous dit en France il y a des data centers récents qui chauffent tout le quartier vers leur refroidissement liquide. Ouais, mais ça reste un peu anecdotique pour l'instant et potentiellement ça va être plutôt développé. C'est ça qui est assez innovant. Je lis un petit peu vos commentaires. L'eau chaude, ouais, pourquoi pas. Je pense qu'il y a d'autres opportunités parce qu'en effet, en été, on aura moins besoin de chauffage. Mais après, si c'est un excédent d'électricité et pas la chaleur produite par les data centers, ça peut être réutilisé pour autre chose. Donc, à voir.
Ça dépend un petit peu de quoi on parle. L'article est un petit peu flou là-dessus pour l'instant. Mais en tout cas, voilà les pistes qu'on explore et je trouve ça quand même assez intéressant. C'est vrai qu'on en avait parlé, il me semble, peut-être pas cette année, mais l'année dernière, il me semble qu'on avait parlé de cette piste des data centers et depuis, on n'en avait plus trop entendu parler. Ça restait assez anecdotique, donc à voir. Il y a Locan qui nous dit à la plaine Saint-Denis pour chauffer le futur stade des JO. Est-ce que c'est une idée ou est-ce que c'est confirmé ? Je suis curieuse. Il faut que les particuliers investissent dans un ballon d'eau chaude adapté. Ouais. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais peut-être dans des nouveaux logements, c'est peut-être plus facile ou des nouveaux quartiers, c'est plus facile à mettre en place comme mesure. Donc voilà, en tout cas pour le potentiel usage des data centers. Locan, tu nous dis c'est confirmé pour le stade des JO qui sera chauffé justement avec cette technique aussi. C'est déjà construit. Merci beaucoup pour la confirmation, vous êtes top. Information en temps réel, presque. Merci beaucoup. Je vous propose du coup de continuer avec la prochaine news. La prochaine news, on parlait de data center, cette fois-ci on va parler d'aéroport. On parlait peut-être d'évolution, de transition numérique, etc. Là, on continue sur la transition numérique et cette fois-ci, c'est carrément les aéroports et les tours de contrôle qui seront visés. Pourquoi ? Carrément en France, à Tours, les avions atterriront bientôt à l'aide d'opérateurs situés à plus de 500 km de la ville, puisqu'ils seront basés à Toulouse. En effet, la gestion du trafic aérien sera a priori opérée à distance pour l'ensemble des opérations. Donc là, on parle de l'atterrissage, décollage, roulage et compagnie. Et donc du coup, comment ça va fonctionner de manière un petit peu pratique ? Il va falloir pouvoir monitorer à distance ce qui se passe sur place à Tours. Et donc du coup, ils vont installer une tour de contrôle numérique. C'est un nouveau pylône d'une 20aine de mètres qui sera bâti et il embarquera 18 caméras à 360 degrés dès cette année. Donc ça, c'est une information qui a été communiquée par la Direction Générale de l'Aviation Civile. Et c'est une installation qui devrait permettre du coup aux opérations et aux opérateurs toulousains surtout d'observer le ciel au-dessus de Tours comme s'ils y étaient. Et donc du coup, cette prise de contrôle à distance, elle a un petit nom, elle s'appelle Remote Tower Center, donc c'est assez descriptif en termes de nom. C'est déjà installé dans plusieurs pays, il y a notamment la Belgique et le Royaume-Uni qui ont déjà ce genre de système d'opération pour certains aéroports, et ils travaillent en partenariat avec, là en tout cas pour Tours, ils vont travailler en partenariat avec la société autrichienne Frequentis, qui a été retenu pour fournir le système de visualisation aux aiguilleurs du ciel. Alors comment ça va se passer ? Alors, il va falloir s'assurer d'une disponibilité maximale et donc du coup l'ensemble des équipements vont être doublés pour s'assurer que s'il y a un problème technique, ça va pas lâcher d'un moment à l'autre et on va quand même pouvoir continuer à fournir le service en attendant d'aller réparer le matériel défectueux pour toujours avoir un moyen de fonctionnement alternatif. Et donc notamment il y aura 2 fibres optiques qui seront utilisées avec 2 opérateurs internet afin justement d'éviter toute interruption de service. Donc c'est une redondance qui est assez vitale pour un aéroport entièrement piloté à distance. Autre information, du coup, l'installation devrait être opérationnelle courant 2023, plus précisément à la moitié de l'année, à la mi-année, avec une mise en service courant 2024, parce qu'il y aura très certainement une phase de test pour s'assurer que ça fonctionne, qu'il n'y a pas de problème, etc. Des chômeurs en plus, là c'est la technologie qui me semble... C'est de la technologie qui me semble avilissante. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Technisavoir, parce que tu auras besoin quand même d'opérateurs qui va pouvoir regarder les données. Ils seront juste pas sur place. Donc attention, il faut pas être caricatural dans la chatroom. On parle d'amélioration peut-être de conditions de travail au lieu de te peler
à l'extérieur par tout vent, etc., ben, tu seras au chaud avec des caméras où tu pourras gérer à distance ce genre d'opération et potentiellement être plus efficace et avoir une meilleure visibilité aussi. Je connais pas en détail le travail de ces opérateurs pour guider les atterrissages, décollages et roulages, mais voilà, je sais qu'il y avait quand même une partie à l'extérieur. Voilà. Et il y a Anne-Veu qui nous dit: j'ai bossé dans la supervision d'équipement à la DGAC à Toulouse, hyper intéressant, et oui, tout est redonné. Redonné, c'est-à-dire Olé qui nous dit: ils se reconvertiront en arrêt chauffeur. C'est un métier qui a de l'avenir. Donc voilà. Mais par contre, un risque que vous redondant, ouais, c'est ce que je pensais. Il faut prévoir les systèmes redondants, ouais. Tout à fait, pour être sûr que ça soit maintenu. Ouais, c'est assez critique en effet. Et donc du coup, un autre enjeu critique pour ce type de système, c'est la sécurité. Puisque tout est automatisé, ça devient une cible potentiellement intéressante pour les hackers, puisque tout est automatisé et comme c'est fait à distance, ça sera plus compliqué de reprendre le contrôle en étant à distance. Et donc du coup, il y aura notamment la société Frequentis assure en tout cas la fourniture des services de support et de sécurité. Elle est certifiée ISO 27001 depuis 2011. C'est une norme qui définit la méthodologie pour identifier les cybermenaces, maîtriser les risques associés aux informations cruciales et mettre en place les mesures de protection appropriées afin d'assurer la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité de l'information. Voilà, donc évidemment, voilà, ils respectent les normes en tout cas de sécurité. Qui dit sécurité ne dit pas risque zéro, c'est jamais possible, ça n'existe pas le risque zéro. Mais bon, que ce soit à distance ou sur place, le risque zéro n'existe pas dans tous les cas. Donc je pense qu'ils vont quand même garder ça en tête pour mettre les mesures en place en termes de sécurité. À terme, le projet, c'est quand même d'avoir 5 aérodromes régionaux qui devraient être monitorés depuis la base à Toulouse. A priori, les opérateurs seront logés dans un ancien garage de l'aviation civile de 400 mètres carrés. Près de la tour de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Voilà, pour le projet, quand même, c'est pas mal, quoi. C'est un premier test, en tout cas, pour celui de Tours, mais ce ne sera pas le seul. Ce qui est assez logique, je pense. Voilà. Oleg qui nous dit: personne ne veut atterrir à Tours de toute façon, c'est juste une webcam qui regarde les avions passer et les corbeaux. Vous êtes trop dur. Voilà en tout cas pour les aéroports ou les aérodromes automatisés et gérés à distance. Je trouve ça assez intéressant. J'aimerais bien être une petite souris pour voir un petit peu comment ça change le métier, à quoi ressemblent les installations, et voir un retour d'expérience pour quelqu'un qui a changé de manière de travailler, finalement, de passer d'être sur place à utiliser ce type d'équipement. Je serais assez curieuse d'avoir un retour. Donc voilà. On continue. Et on continue avec l'actualité du jour. L'actualité du jour, c'est Back Market. Qu'est-ce qui se passe chez Back Market ? Il se passe ce qui a pu se passer dans de nombreuses boîtes en 2022 déjà, c'est-à-dire un plan de départ chez Back Market. Voilà, donc le champion français de la vente de produits technologiques reconditionnés est en train de mettre en place un plan de départ pour réduire ses effectifs de 13%, comme je le disais dans le titre de l'émission. Donc ça veut dire que sur un total de 715 salariés aujourd'hui dans le monde, il y aura 93 emplois qui seront supprimés.
26 l'ont déjà été dans les bureaux de New York, Barcelone et Berlin, et il y a un plan de départ volontaire en cours sur 63 postes en France. Donc la société Back Market tient à rassurer ici en disant on va bien, la société va bien, il n'y a pas de souci à faire, mais vu le climat et le contexte économique et l'horizon qui n'a pas l'air de s'éclaircir, en tout cas à court terme, c'est-à-dire en 2023, il y a des prises de décision qui sont nécessaires pour pouvoir traverser la tempête économique dans laquelle on est à l'heure actuelle, et donc mettre davantage l'accent sur la rentabilité plutôt que la prise de risque sur de nouveaux investissements ou des nouveaux paris. C'est assez logique et c'est le cas de nombreuses boîtes, hein. La plupart des boîtes et beaucoup de boîtes qui en sont soit à leur début, soit qui ne sont pas encore rentables, vont devoir prendre des décisions drastiques, et toutes sont impactées, parce que là je dis en effet les nouvelles boîtes ou les startups, etc. Mais en fait toutes les boîtes sont quand même impactées, parce que il y a le coût des matières, de certaines matières qui ont explosé, des problèmes d'approvisionnement, le climat économique qui est frileux, voilà, donc il y a tout un tas de conditions qui rendent le climat économique particulièrement mauvais à l'heure actuelle, et donc du coup qui impacte beaucoup de business, et donc du coup clairement c'est la fin de la croissance effrénée, en tout cas dans le secteur technologique, on va dire ça comme ça, ou des startups, où les gens vont y repenser à deux fois, où les boîtes vont y repenser à deux fois pour leur stratégie de développement et de croissance. Voilà. Pas mal Olek qui nous dit vent collaborateur reconditionné, bon état général, quelques rayures. C'est très cynique, mais j'aime beaucoup, c'est bien vu. Un grand merci à Poppy21000 et L'Oriel29 pour leur soutien. Un grand merci à vous. Déjà 2 ans de soutien, ça régale pour une bonne année 2023. Une très bonne année à toi, Poppy, et encore de nombreuses émissions ensemble. Donc voilà, en tout cas pour Back Market. Je sais pas si vous l'utilisez dans la chatroom, vous avez déjà acheté sur Back Market. Moi je l'ai jamais utilisé encore. Je l'ai encore jamais utilisé. Je suis curieuse, hein. Ouais, plusieurs fois, nous dit Insight. Jamais. Ça, j'aurais pu faire un petit sondage. Mais bon, vu les péripéties de la dernière fois, quand j'ai fait le sondage, je suis un peu frileuse. Ouais, plusieurs fois, ouais, jamais. Oui, jamais. Si, c'est bien cool, nous dit Flonflon. Jamais. Une fois, mais pas foufou, c'est une marketplace. Ouais. Je préfère largement Rebuy à Back Market. Je connais pas, d'accord. Jamais. Peur de tomber sur un produit mal fait. Westong l'a utilisé 5 fois et que des problèmes. Oula, ça donne pas envie. Pas foufou non plus pour Samuel. Il paraît que les chargeurs sont pas originaux. Ouais, il faut se méfier puisque c'est une marketplace, donc il doit y avoir tout type de qualité de vendeur, je pense. Une fois utilisé pour CCR95, pas de problème pour mon achat. Plusieurs fois pour c'est pénible cet identifiant. Une fois. Ah, vous êtes pas mal hein, quand même à l'avoir utilisé au moins une fois. Hein. Pas mal de problèmes chez Back Market, on nous dit Ouli. Certidil nous dit Lumé. LSG Snake nous dit j'ai entendu plein de mauvais retours. Aïe. C'est pénible cet identifiant nous dit je déconseille pour l'électroménager, c'est la galère pour le SAV. Bon à savoir, ouais. Je préfère Amazon Warehouse, toujours contente par ce biais. C'est vrai que moi j'ai eu, sans faire de la pub pour Amazon, moi j'avais acheté un téléviseur reconditionné chez Amazon, nickel. Je l'avais eu mais à un prix cassé. Surtout qu'en plus, moi, j'étais pas... les téléviseurs, c'est pas ma grande passion. Je l'ai acheté parce que Jérôme râlait et que j'avais un écran d'ordi pour télé. C'était trop petit. J'avais vraiment
un ordi, quoi. Un écran d'ordi qui n'était pas très, très grand en plus. Et du coup, il râlait trop. Et donc, j'avais acheté une télé, mais vraiment à prix cassé. Et j'en étais très, très contente. Ah ouais, Song nous dit aussi Amazon Warehouse, c'est nickel. Oulini nous dit j'ai acheté 10 Surface 5 Pro pour le boulot. 10 Surface 5 pour le boulot, c'est chez Back Market et 9 avait un problème de tactile. T'es sûr que ça vient de Back Market et pas du produit? Le troll. Là, c'est Marion qui fait sa mauvaise foi. Bref. Donc voilà, vous êtes quand même pas mal. Hein, c'est cool dans la chatroom parce qu'on voit quand même que vous êtes pas mal à faire appel à du reconditionné. Donc ça, rien que ça, je trouve ça vraiment chouette comme prise de conscience en termes de consommation. Et surtout, il faut pas oublier que enfin moi en tout cas, ça a été mon expérience. Les fois où j'ai acheté du reconditionné, c'était souvent des choses en très très bon état que les gens avaient renvoyé parce qu'ils n'étaient pas satisfaits du produit ou ça correspondait pas à ce qu'ils cherchaient et qu'ils l'avaient soit pas utilisé, juste déballé, ouvert et pas utilisé, soit très peu. Et donc en fait moi j'ai eu des bonnes expériences, ouais. Donc je pense que dans le futur j'essaierai de faire un peu plus attention encore pour continuer à faire un peu plus comme ça. Et surtout c'est vrai que c'est assez intéressant au niveau prix quand on tient pas au dernier cri, quoi. Par exemple pour les smartphones j'aurais un peu plus de mal, je pense, parce que je préfère le garder longtemps que d'acheter du reconditionné. Parce que c'est un truc que je garde vraiment tout le temps avec moi. Ouais, c'est intéressant de réfléchir à pourquoi je serais pas prête peut-être à du reconditionné en smartphone. Et je travaille avec, donc j'ai besoin qu'il soit vraiment fiable. Ouais, je pense que c'est pour ça. J'aurai un peu moins confiance. C'est un peu trop important pour moi le smartphone. Ouais. Pourquoi pas? De toute façon, j'ai décidé que je n'en changerai pas tant que je n'aurai pas d'USB-C. Voilà. Je suis fâchée, je boude Apple. Mais en même temps, je suis très contente de ce que j'ai. J'ai un quoi? J'avais un iPhone 10, mais Jérôme a voulu absolument que j'en change. Et j'ai un... Qu'est-ce que j'ai? J'ai le dernier mini. C'est triste de dire ça. Je regarde un petit peu le modèle. J'ai l'iPhone 13 mini, du coup, le dernier. Voilà. J'aurais été très content. Donc voilà, bon, je vous raconte ma vie, mais c'est pas le plus intéressant. On va terminer la news avec une conséquence pas forcément anticipée de l'arrivée de la technologie ChatGPT, ChatGPT. Voilà, donc je disais ChatGPT 3 parce qu'en fait il y a la version actuelle c'est GPT 3 et il y a la version GPT 4 qui arrivera bientôt a priori, mais du coup voilà, cette nouvelle technologie a des conséquences pas forcément toutes très bien prévues, et c'est toujours l'enjeu avec les nouvelles technologies, c'est qu'on peut pas prévoir tous les problèmes ou tous les impacts que ça va avoir, ou en tout cas c'est pas toujours évident de le faire. Et donc du coup là, un article assez intéressant qui nous dit que ChatGPT représente une innovation, une révolution majeure dans l'histoire de la gruche ou dans l'histoire de l'humanité tout court. Pourquoi on dit ça? Tout simplement, c'est quand même une intelligence artificielle conversationnelle qui a soi-disant réponse à tout puisqu'elle se nourrit des informations jusqu'à 2021 et qui produit des textes sur demande. Et donc évidemment, donc elle a été très entraînée, elle a été capable de scanner le web jusqu'en 2021 avec des milliards d'informations et des milliards de paramètres, et maintenant passé la phase de on joue un petit peu avec, les gens commencent vraiment à l'utiliser, et notamment pour gruger au lycée et à la fac, sans surprise. Moi ça ne me surprend pas, ça me fait sourire, mais ça ne me surprend absolument pas. En tout temps il y a toujours eu toute génération à chercher à gruger
à l'école. Je ne dis pas ça personnellement pour moi, parce que j'étais une gentille élève, toute sage, mais voilà, c'est sûr que il y a une sorte d'inventivité et de génie de la gruge. Il faut quand même le reconnaître, voilà, que ça soit utilisé à bon ou mauvais escient, il y a un certain génie de la gruge. Et donc du coup typiquement ChatGPT représente une aubaine assez importante ici, et c'est vraiment au lycée, à la fac que se font sentir les premiers bouleversements engendrés par cet outil, qui a gagné d'ailleurs des milliers d'utilisateurs la semaine dernière. Et donc du coup, juste pour rappel, avec ChatGPT 3 ou bientôt le 4, on peut obtenir un devoir, une dissertation sur n'importe quel type de sujet de physique quantique au peintre primitif flamand, mais ça va plus loin que juste copier-coller, puisque GPT-3 génère des textes entre guillemets uniques que les logiciels anti-plagiat dont disposent les universités et les lycées n'arrivent pas à repérer, en tout cas n'arrivent pas encore à repérer à l'heure actuelle. Et donc du coup, depuis un mois, il y a des exemples de copies rédigées par GPT-3, ChatGPT, qui se multiplient et se partagent sur des groupes Facebook d'enseignants passés en phase d'alerte. J'imagine les enseignants démunis par rapport à ça. Ça doit pas être évident, parce que finalement, c'est quand même une révolution qui... En quelques semaines, ça s'est passé, même pas, je dis quelques semaines, en une semaine, ça s'est passé. Donc, si t'es pas un enseignant qui s'intéresse un tant soit peu, soit à l'actualité tech ou à l'actualité qui pourrait avoir un impact sur l'enseignement, il y a peu de chances que tu sois au courant de ça, et donc ça rend ça rend les choses difficiles à détecter, quoi. Et donc du coup justement, comment détecter pour les enseignants lorsqu'un devoir a été rédigé avec ChatGPT? Ils disent notamment que c'est lié au style pour l'instant sur lequel ils arrivent à détecter ça. Ils disent notamment que l'intelligence artificielle produit des textes qu'un élève de terminale super balèze mais un peu robot pourrait écrire. Voilà, donc les mots les plus communs, ils utilisent les mots les plus communs et une syntaxe prévisible. Mais du coup, les enseignants organisent une riposte. Alors là, on parle de fac et lycée, mais ils organisent une riposte avec devoirs sur table en présentiel, oraux surprise et des nouveaux corpus d'études. Pourquoi des nouveaux corpus d'études? Il y a des professeurs de littérature qui ont constaté que la plateforme connaît très bien certains romans, donc ils songent donc à faire travailler leurs étudiants sur des sujets que ChatGPT ne maîtrise pas encore. Donc je trouve ça intéressant, parce que du coup, ça va peut-être aussi faire en sorte que les corpus ou les œuvres étudiées soient peut-être plus récentes ou changent plus régulièrement. Après, le problème, c'est qu'on risque d'oublier des œuvres majeures du passé, et ça serait dommage, parce que je pense que voilà, il y aura toujours des œuvres dans le passé qui ont fondé la littérature qu'on a aujourd'hui. C'est intéressant de comprendre comment la littérature d'aujourd'hui, on en est arrivé là. Mais je trouve ça aussi intéressant de pouvoir avoir des œuvres modernes ou contemporaines. Voilà, moi, je n'ai pas étudié... j'allais dire, j'ai pas étudié beaucoup d'œuvres contemporaines, j'en ai étudié aucune. Voilà, donc je trouve ça assez intéressant. Mais ouais, ce serait dommage quand même de devoir tourner le dos à certains grands classiques juste pour raison que ChatGPT les connaît très bien, quoi. Donc je pense qu'il va y avoir... une stratégie ici, ou des outils à perfectionner côté enseignement, pour permettre finalement, comme on a des outils pour détecter le plagiat, des outils pour détecter des textes automatiquement générés. On est déjà en train de plancher là-dessus, hein. Il y avait déjà Google qui a priori travaillait là-dessus pour sanctionner les sites internet qui utilisaient du contenu automatiquement généré par ChatGPT. Donc voilà, je pense que ça sera pas uniquement Google qui va avoir cet enjeu-là.
Mais plus généralement, c'est intéressant, il y avait une revue du MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts, qui faisait référence notamment en disant chacun devra se former à reconnaître justement des textes générés par des intelligences artificielles, car au-delà de la triche en classe, demain on vivra tous au milieu de textes produits par des IA, y compris des campagnes de désinformation. Donc si on n'est pas capable de les repérer, ils seront pris en compte comme des vérités nouvelles des vérités par les nouvelles IA qui seront entraînées par des fausses données aussi, quoi. Donc il y a un risque, il y a un cercle assez vicieux en termes de risques possibles, quoi. Mais je trouvais ça l'anecdote et l'impact côté enseignement assez intéressant. Alors, j'ai un peu vos commentaires. On étudie 1984 au lycée, c'était déjà le cas en 98-2000 quand j'y étais. C'est un texte contemporain. Je sais pas moi si je l'ai étudié 1984. Je l'ai lu, ça c'est sûr. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué, mais je sais pas si je l'ai étudié en classe. Mais ouais, ça c'est trop cool. Ça c'est trop cool de l'étudier comme livre. Après, moi, j'étais pas en études littéraires, donc il y a peut-être ça aussi, c'est que le nombre d'œuvres était plus limité, et peut-être que j'en ai eu moins que dans d'autres filières. Enfin, très certainement, d'ailleurs. S'il faut check systématiquement, ne serait-ce que 20% des copies avec chaque élève, tu vas t'amuser. Barre l'investissement de temps. Ouais. Ouais, c'est le problème. ChatGPT ne fait pas du copier-coller, donc pour détecter, c'est pas forcément évident non plus. Ouais. Un grand merci, Mathius, pour ton soutien. Merci beaucoup. Oleg, il dit quelque chose d'assez intéressant. Je pense qu'il a assez raison. Au lycée, j'y crois moyen. Les profs connaissent encore un minimum les élèves et tu sais bien qu'un âne boiteux va pas te pondre un Pulitzer subitement. Ouais. Ouais. Je suis un petit peu d'accord avec toi. Après, voilà, il faut, comme tu dis, il faut quand même un minimum connaître les élèves. Ça peut être plus difficile à la fac. Après, ouais, il y a Gigri qui nous dit il faut demander à l'élève de m'expliquer un mot un peu compliqué pour voir s'il a compris ce qu'il a rendu. C'est un bon test aussi. Après, pour avoir été une élève dont un prof a soupçonné, mon prof de philo m'a posé la question si j'avais eu de l'aide, parce que tous les devoirs de philo qu'on faisait, c'était à la maison. Et il m'a quand même demandé si j'avais eu de l'aide. Ça m'a profondément vexée. D'avoir ce manque de confiance de la part d'un prof. Surtout du prof de philo, qui était une de mes matières préférées. Et auquel je prenais un grand plaisir en cours. J'ai eu la chance d'avoir un prof de philo trop bien, qui rendait la philo très accessible. Et du coup, et j'avais eu de l'aide? Non, j'avais pas eu d'aide. Mais par contre, c'est vrai que je parlais des devoirs avec ma grand-mère. Et on aimait bien en discuter, quoi. Mais comme tu discutes de devoirs de français, etc., quoi. Elle n'était pas avec moi, à écrire avec moi ou à me donner des références. Mais on en discutait, c'est des sujets sur lesquels on aimait discuter. La sagesse des grands-parents. FR Jazz qui dit moi mon prof de philo a jamais soupçonné une triche, j'étais tellement nulle. Donc, j'étais pas j'étais pas la première de la classe, j'ai jamais été première de la classe ou quoi que ce soit, et je me débrouillais, quoi, en philo. Merci beaucoup Ponémor pour ton soutien, un grand merci à toi. 22 mois d'abonnement, waouh, impressionnant. Optimus dit j'avoue que j'ai fait mon mémoire en architecture et je m'aide de ChatGPT, je fais pas de copier-coller mais ça aide pour la captation d'infos. Toujours rechecker évidemment.
Ouais, mais je trouve ça assez impressionnant. Moi, j'ai testé un petit peu, j'ai été bluffée. Alors, j'ai jamais réutilisé quoi que ce soit tel quel, mais ça peut te donner des pistes. Et ensuite, tu fais des recherches pour voir si c'est vrai, pas vrai, et des petites idées de formulation des fois, pour varier. Mais c'est intéressant. J'ai pas eu une bonne note au bac de philo, hein. Je crois que j'ai eu 10, je crois. J'ai pas brillé au bac de philo, j'avais été très vexée aussi. Bref, je vous propose de passer à la tartine. On va passer du coup aux séries télé et au top 2022 de séries télé. En avant, la tartine. Et voilà, c'est la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié en tout cas cette sélection d'actualités tech ce matin. Et pour terminer avec de l'inspiration un petit peu, pour continuer à se divertir, etc., je vous propose de parler du coup du top série 2022. Et du coup, ben voilà, j'ai fait un peu je vais me mettre directement sur la chatroom puisqu'on va parler entre nous du coup pour les séries, mais j'ai essayé un petit peu de revoir toutes les séries que j'ai pu voir. Je suis désolée, je viens de voir un photomontage de Lex. Il pouvait pas mieux tomber. Un photomontage, en plus l'expression vraiment parfaitement choisie de moi avec un grand sourire et un pommeau de douche en guise de micro sur ma galère de micro ce matin. Olek, on ne part pas dans les graviers s'il te plaît. Le photomontage est génial. Bref, voilà, donc je voulais en profiter, j'avais pas eu le temps de le faire. On veut voir le photomontage, je sais pas comment vous le partagez. Alors, attendez. Je vais essayer de voir si je peux vous le partager, parce qu'après tout, j'ai Discord. Ah, je suis pas connectée sur Discord. Et je sais pas trop. Est-ce que je peux faire comme ça pour essayer quand même de vous le montrer, parce que c'est vrai que ça... Ah, mais j'ai pas mes identifiants Discord. J'ai pas mes identifiants Discord. Je sais pas comment vous le montrer. Pourquoi j'ai pas mes identifiants Discord sur One Password? J'essaie de voir rapidement. Trop bizarre. Ok, bon. Très très bizarre. Bon, j'essaierai de voir ça plus tard. Mais désolé, du coup, je peux pas vous montrer le photomontage, c'est dommage parce qu'il vaut le coup d'œil. Mais mais voilà. Ah, tu l'as. Ouais, oui, voilà. Il est sur le général du Discord. Donc voilà, il faut être sur le Discord. Vous y aurez accès sur le général de Discord de Notech. Voilà. Comment vous motiver à nous soutenir juste pour avoir accès au Discord et au photomontage de Olek, quoi. Bon moyen de monétisation, hein, Olek. Hein. Ça sera pour la miniature du live sur YouTube. Franchement, pas mal. Il y a moyen, hein, il y a moyen. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait ce matin ? Enfin hier et ce matin, du coup j'ai regardé un petit peu toutes les séries que j'ai regardées, enfin la liste des séries que j'ai regardées en 2022, et j'ai fait mon petit top. Et donc du coup petit sondage. Alors sondage, c'est vous qui allez me dire, mais à votre avis quelle est ma... Alors je vais commencer par les séries qui m'ont... par la fin de mon classement. Mais je vais vous demander dans la chatroom d'essayer de faire un pari sur quelle est la série qui est mon numéro 1 pour 2022. La série que j'ai préférée en 2022.
C'est sur une plateforme de vidéo on demand, de VOD. Voilà, donc là vous avez un petit indice. De toute façon, je ne regarde que des séries là-dessus. Mais ça m'intéresse de voir si vous allez trouver dans la chatroom ma série préférée. Alors, Emily in Paris, on est mal barré. Ok, ça commence déjà. Merci beaucoup de jouer le jeu, trop cool. Merci Static Official pour ton soutien. Pas mal. Et donc du coup, en attendant que je vois vos petits messages dans la chatroom, je vais pouvoir commencer par celles qui ne font pas partie de mon top. Celles qui ne font pas partie de mon top, c'est celles que je n'ai pas vues, comme She-Hulk. D'abord, en plus, elle me fait absolument pas envie, cette série. She-Hulk, série de Marvel, disponible sur Disney+, qui va reprendre le quotidien d'une avocate qui se transforme en Hulk, mais qui va vouloir continuer quand même son quotidien d'avocate, etc. Donc ça, je l'ai pas vu, donc voilà, et je la regarderai pas, je pense. Fleabag, c'est une de mes séries préférées, mais pas 2022 du coup. Je l'ai vue il y a déjà pas mal de temps, mais ouais, c'est une de mes séries préférées. Je la trouve trop bien. Trop de vert, non, j'ai rien contre le vert, ça me gêne pas le vert. Voilà. Série que j'ai ratée, mais qu'il faut absolument que je regarde, qui est sur ma watchlist, c'est The Crown. Alors on a commencé la dernière saison, on a bien avancé, mais voilà, je l'ai pas terminée et bon, elle est chouette. Mais je dirais pas que c'est la meilleure saison de The Crown, mais elle est quand même très bien, très bien. Mais voilà, je l'ai pas terminée. The Bear, disponible sur Disney+, où vous voyez le quotidien d'une personne qui lance son restaurant, qui reprend le restaurant, et donc c'est autour de la cuisine et de la gestion d'un restaurant d'une équipe. Alors je la pitch pas très bien parce que je l'ai pas regardé, mais j'en ai entendu que du bien. Vraiment de plusieurs personnes. Il y a Jérôme qui a eu un gros coup de cœur, Season 1 aussi, le podcast, qui a beaucoup aimé. Donc voilà, ça fait partie des séries que je veux vraiment regarder sur Disney+. Ça a l'air très très chouette. J'aime bien l'ambiance qu'on peut voir dans le trailer, la bande-annonce. Il y a également Slow Horses. Slow Horses, je crois que c'est sur Apple TV, j'ai un doute. Je crois que c'est sur Apple TV. Slow Horses, parce qu'il y a un de mes acteurs préférés dedans, et que ça a l'air de très très grande qualité. Donc voilà, donc Slow Horses aussi, c'est Apple TV, tu confirmes, Static, merci. Ça fait partie des séries que je veux absolument regarder. Donc c'est sur ma liste. Mais j'ai pas encore eu le temps. Maintenant, dans les séries que j'ai regardées, mais qui ne font pas partie de mon top, il y a House of Dragon. Parce qu'en fait, je l'ai pas trouvé génial. Pourquoi je l'ai pas trouvé génial ? J'ai détesté le fait qu'ils aient changé d'actrice, uniquement les deux actrices principales. Ça m'a profondément gênée, qu'ils ne changent que les actrices principales et aucun des hommes. Ça me choque, en fait, juste encore en 2022 qu'on se retrouve avec ça. Et alors on peut argumenter sur le fait que mais elles étaient jeunes et là elles sont passées femmes. Franchement, on fait passer des trentenaires pour des teenagers, donc je comprends pas pourquoi là on a eu besoin de changer d'actrice. Ça a vachement perturbé, je trouve, le développement de l'histoire. Franchement, les encore étaient pas top, enfin très inégal, moi j'ai trouvé. Les effets spéciaux, encore du sexe, de la violence gratuite, voilà et tout. Enfin très. Alors par contre ça tient en haleine. Hein. C'est une série moi qui voilà, on a regardé chaque semaine, on avait notre épisode, etc. Mais j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé. Il y a un problème de perruque aussi, là. Les perruques blondes, difficiles à porter. Hein. Voilà. Et très peu d'empathie pour les personnages de manière générale. Ils sont tous un peu plus pourris les uns que les autres. Et donc, du coup, je me suis pas trop attachée. J'ai pas trop envie de savoir ce qui leur arrive. Donc, voilà. Wednesday fait pas partie de mon top. Je vois que vous le mentionnez. Wednesday ne fait pas partie de mon top. Pourquoi ? Parce que alors je l'ai binge-watché. Hein. Clairement, ça a été ma série de Noël. Voilà, en une semaine, je l'ai regardée. Petite sucrerie. Petite sucrerie, mais qui va pas me laisser un souvenir. Voilà, je l'ai déjà oublié. Tu vois, je l'ai carrément même pas noté dans mes séries qui font pas partie du top. Tellement je l'ai oublié.
Donc très sympa sur le moment, pas bouleversante pour moi. Voilà, j'ai pas trouvé l'actrice formidable. Elle manque elle est trop lisse, moi j'ai trouvé. La série est trop lisse de manière générale. C'est très divertissant, ça marche bien. La musique est sympa, mais l'intrigue est cousue de fil blanc. Enfin, franchement, moi, à la moitié de la série, je savais déjà qui était la bestiole, etc. Enfin, qui avait commis les crimes. Donc, c'est un petit peu pénible. Bon, voilà. Et puis, en fait, si on veut du teenage, je vous recommanderais vraiment Never I Have Ever. Que je préfère largement pour le coup, que je trouve plus intéressante. Donc voilà, donc je trouve qu'elle est un peu le cul entre deux chaises, mais qu'elle fait rien vraiment très très bien. Elle est sympa, mais pas pour aller dans mon top. Voilà. Stranger Things, j'ai pas regardé la dernière saison et je ne la regarderai pas toute seule parce que je suis une foussarde. Donc j'attends qu'on la regarde avec Jérôme. Et autant vous dire que vu le nombre de séries qu'on a regardées, on peut attendre longtemps avant que je regarde la dernière saison de Stranger Things. Voilà. Autre série qui fait pas partie de mon top, c'est The Sandman, adapté de Neil Gaiman, ou voilà, sur Netflix. Je l'ai trouvée intéressante. Je l'ai trouvée assez inégale aussi. J'ai un gros problème avec l'acteur principal qui a une expression et son style qui fait très rétro-émo. J'ai du mal. Il y a certains personnages qui sont excellents. Il y a certains épisodes très très touchants qui m'ont vraiment bouleversée ou porté à réflexion. Donc c'est pour ça que elle a failli faire partie de mon top. Mais je ne l'ai pas mise dans mon top. Ensuite, il y a Miss Marvel. Miss Marvel, un peu pour les mêmes raisons que mercredi, c'est-à-dire... alors, je l'ai beaucoup aimée, j'ai trouvé très divertissante, très sympa, rafraîchissante. L'actrice principale, pour le coup, je l'ai beaucoup aimée. Enfin, les acteurs en général, hein, pas que l'actrice principale. Les acteurs, je les ai beaucoup aimés. Mais il n'y a pas trop de super-héros, et ça me dérange pas. Il y a plus du teenage et sur la notion de naviguer entre ses origines culturelles et le pays dans lequel on vit. Et ça, je trouve ça super intéressant. Mais je trouve que Never I Have Ever le fait beaucoup mieux. Je crois que ça s'appelle Mes premières fois en français, sur Netflix. Et donc du coup je trouve que Never I Have Ever le fait vraiment bien. La dernière saison pour le coup, alors elle fait pas partie de mon top, mais j'aurais pu le mettre dans mon top, honnêtement ça aurait pu être la première série de mon top. C'est Never Have I Ever, je l'ai vraiment beaucoup aimé. La dernière saison est très chouette, c'est tout en nuances, voilà, je garde ce coup de cœur de Never Have I Ever, vraiment je vous la recommande, les acteurs sont super. Voilà, donc ça c'est vraiment une petite pépite pour moi. J'ai pas, alors Euphoria, bon point, je l'ai pas regardé. En fait, on a commencé, on a arrêté. Je pense qu'on n'était pas d'humeur parce que c'est quand même super lourd, super pesant. Et pour le coup, en fait, on n'y est pas revenu. Donc c'est pour ça elle fait partie de mes séries ratées cette année puisque je l'ai pas terminé la dernière saison d'Euphoria. Inside Job, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Mercredi, je viens d'en parler, Wednesday. Miss Marvel, c'est pure teenager. Ben oui, mais Never Have I Ever, c'est du pur teenager aussi, mais ça fonctionne encore mieux. Je trouve que c'est beaucoup plus... Ça va plus loin, c'est plus profond, c'est plus riche. Voilà. Et c'est plus irrésistible au niveau encore des personnages, je trouve. Et la dernière série qui fait pas partie de mon top que je voulais mentionner, c'est Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi que j'ai aimé parce que j'ai trouvé ça divertissant. J'ai trouvé qu'enfin Ewan McGregor jouait bien dans la saga Star Wars, comme quoi c'est un très bon acteur quand il était bien servi, mais je l'ai vu, je suis passée à autre chose. Pareil, elle m'a pas laissé un souvenir impérissable, donc pour moi c'est un signe. Autre série qui fait partie des séries ratées que j'ai pas encore vues, c'est The Good Fight saison 6.
Je l'ai commencé hier, j'ai vu le premier épisode. En fait, j'ai galéré parce que je l'ai cherché en VO partout. Impossible de la trouver en VO. Et donc du coup j'ai mis 1 mois à essayer de la chercher en VO désespérément. J'ai même souscrit à des abonnements en croyant que j'aurais accès à la version VO pour me retrouver avec de la VF que j'avais déjà ailleurs. Donc c'est pour vous dire, hein. Donc voilà, donc j'ai commencé à regarder j'ai regardé le premier épisode à contre-cœur en VF hier. Je ne doute pas que je vais adorer. J'ai adoré The Good Fight, toutes les saisons de The Good Fight, donc je pense que je vais me régaler sur cette dernière saison. Déjà le premier épisode avec la réalité virtuelle et le métaverse. Et sur les problématiques d'agression sexuelle dans le métaverse, j'ai trouvé ça bien vu. Donc voilà, moi j'adore cette série. Pour moi, c'est vraiment une de mes séries préférées. Donc voilà. Donc voilà, en gros, pour toutes les séries qui ne font pas partie de mon top série. Je vais accélérer un peu parce qu'il est 9h15. Donc on commence par le top. Et d'ailleurs, pour info, vous avez largement trouvé ma série numéro 1. Voilà, donc je pense que ceux qui ont trouvé se reconnaîtront. Mais ma première série, ma dernière série de mon top, c'est Andor. Andor, grosse surprise, j'ai détesté les 3 premiers épisodes. J'ai détesté les 3 premiers... Enfin, j'ai pas détesté, mais je me suis fait chier, hein. Enfin, on va le dire ça comme ça. Ils ont vraiment raté pour moi les 3 premiers épisodes. Et tous les gens qui vont me dire non, mais il faut regarder les 3 premiers épisodes comme un film et tout. Enfin non, c'est une série télé, quoi. C'est pas un film. Donc tu les fais comme série télé, comme épisode, et comme un épisode qui te donne envie de revenir. Faut arrêter un petit peu d'avoir les moitiés de saison qui sont chiantes, quoi. Donc bon, là, c'est 3 épisodes, c'est pas la moitié de la saison, mais quand même, ça fait beaucoup. Donc Andor, dernière série de mon top. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé que ça donnait un traitement de Star Wars qui sortait vraiment du lot par rapport à toutes les autres séries ou tous les autres films qu'on a pu voir jusqu'ici, où on rentrait vraiment dans le quotidien et on voyait le quotidien du côté des méchants, de l'Empire, et donc du coup ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Le héros marche très bien, l'acteur est vraiment bien, c'est pas le seul, les acteurs en général sont très très bien, et donc vraiment voilà, une série qui pour moi c'est très bien rattrapée, c'est pour ça qu'elle est dernière dans mon top, c'est-à-dire les 3 premiers épisodes l'ont vraiment plombé, mais après j'ai vraiment été happée. Et alors combien j'ai de séries dans mon top ? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8. J'ai un top qui n'est ni un top 5, ni un top 10. Aucune logique. Mais j'ai un top 8. Voilà. Donc Andor, j'ai beaucoup aimé. Après l'épisode 3, vraiment top. Donc allez-y, continuez, mais il faut être un peu motivé. La série numéro 7, j'ai triché puisqu'elle n'est pas sortie en 2022. La série numéro 7, c'est Brief Encounters, et c'est, comment ça s'appelle en français ? Attendez, je vais essayer de retrouver ça. Je vous en ai parlé dans le mug. Si je mets le titre en anglais, est-ce que je vais le retrouver ? C'est Good Vibration. Alors, le titre en France, c'est pas en français, mais en France, c'est Good Vibration. C'est une série disponible sur Arte gratuitement. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Donc, disponible gratuitement. C'est une série qui est sortie en 2016. Donc, elle a quelques années quand même, hein. Voilà, elle a 6 ans, mais vraiment petite pépite. Il y a une saison uniquement. C'est le genre de série qui vous n'avez pas envie de quitter les personnages. Ils sont hauts en couleur, ils sont attachants, ils sont tout en nuances. Magnifiques dans leur imperfection. C'est une série anglaise. Les acteurs sont super. Voilà, gros coup de cœur pour cette série qui, pour le rappel, vous suivez un groupe de femmes dans la petite ville d'Angleterre de Sheffield. Voilà, en pleine crise économique dans les années
90, je dirais, si je dis pas de bêtises, 80-90 peut-être, et qui vont devoir trouver de quoi tenir les fins de mois, voilà, pouvoir joindre les deux bouts en termes de budget, et qui vont se mettre à faire des soirées Tupperware, mais pas avec des Tupperware, mais avec des sex toys. Et donc du coup c'est vraiment sur l'autonomie de la femme, sur le rapport au sexe et à l'épanouissement sexuel chez les hommes, chez les femmes, etc. Il y a beaucoup d'humour anglais. Ah, tu me dis, Oleg, super série, mais quand tu avais parlé en mentionnant humour anglais, je l'ai pas trouvé, c'est super dark quand même, Séville. Ah, c'est marrant. Alors, c'est des vies pas faciles. Vous suivez le quotidien de personnes de classe plutôt ouvrière. Et donc pas évident dans l'Angleterre avec les difficultés auxquelles elles ont fait face. Et donc oui, elles ont pas des histoires faciles. Il y en a une, elle se fait tromper par son mari, l'autre son mari fricote avec des personnes des malfrats, l'autre a son mari qui a des problèmes de santé et qui va avoir des problèmes avec son commerce qu'il lui avait caché. L'autre vient d'une famille à problème avec un parent et des frères qui vont se reposer sur elle. Et dans toutes ces situations difficiles, je trouve que pour le coup, cette série est très lumineuse. Je l'ai pas, c'est marrant, comme quoi il y a des changements de perception. Moi, je l'ai pas trouvé dark finalement. Je trouve qu'elle a cette capacité de parler de sujets difficiles et d'avoir quand même un ton très lumineux. Il y a beaucoup de chaleur. J'en ai des frissons de me remémorer cette série. Je trouve qu'il y a beaucoup de chaleur dans cette série et voilà, c'est une série qui m'a beaucoup touchée et j'ai eu beaucoup de mal à quitter les personnages. Donc une saison, Brief Encounters en son titre original et Good Vibration pour le titre en France. Série disponible gratuitement sans besoin de créer de compte sur Arte, sortie en 2016. Voilà. Série numéro 6, c'est Lovesick. Autre série où j'ai triché. Voilà, c'était mes deux séries pas sorties en 2022, pardon. C'est Lovesick, série qui a 3 saisons, je crois. Disponible sur Netflix. Je vérifie combien il y a de saisons. Hop, il y a 3 saisons. Série que j'ai découverte cette année, donc j'ai rattrapé les 3 saisons cette année. Et vous suivez le quotidien de 3 personnes, plus précisément donc de 3 amis, et plus précisément ça démarre avec Dylan qui est atteint de chlamydia et qui va devoir recontacter toutes ses anciennes conquêtes pour les prévenir, pour qu'elles fassent le test, et qui va revenir sur ses différentes histoires d'amour et tout ce qui a tourné de travers, etc. Et cool, il y a des gens qui ont suivi mes recommandations, qui ont beaucoup aimé les Good Vibration aussi. Donc c'est cool. Donc voilà, Lovesick, même genre pour moi que Good Vibration, mais pas du tout le même sujet. C'est-à-dire, c'est une série où on s'attache énormément aux personnages dans toutes leurs imperfections. Ils sont beaux, ils sont rigolos, émouvants, imparfaits. C'est chouette. Voilà, il y a de l'humour, c'est très anglais. Je sais pas si c'est une série anglaise. Oui, c'est une série anglaise, c'est une série britannique. Je confirme, c'est une comédie romantique. Donc voilà, moi je suis très comédie romantique, j'avoue. Et là, je pense que vous me dites comédie romantique anglaise, il y a peu de chances que j'aime pas. Et là, c'est vraiment, vous suivez le quotidien d'un groupe d'amis et c'est très très chouette. Il y a des choses qui sont crues, il y a des choses qui sont tellement vraies. Voilà. J'ai adoré cette série, malheureusement que 3 saisons, je les ai dévorées. En plus, c'est des épisodes qui sont pas très très longs, je crois, 24 minutes. Donc ça, c'est vraiment un petit bonbon aussi. Les acteurs sont formidables. Voilà, j'ai adoré cette série. Donc je ne peux que la recommander. Lovesick sur Netflix. Elle date de 2014, elle s'est terminée en 2018. 3 saisons.
série en position 1, 2, 3, 4, 5, c'est Moon Knight de la franchise Marvel, disponible sur Disney+. Moon Knight, série pas parfaite, mais j'ai adoré la musique. Alors moi, je fonctionne aussi beaucoup à la musique. J'ai adoré la musique à chaque épisode. J'ai aimé l'aspect un peu bizarre de certains épisodes, qui m'a un peu rappelé Légion. Et j'ai adoré Légion. C'est pas une série parfaite. J'adore l'acteur aussi. En fait, c'est une série où je suis assez biaisée. J'ai adoré la musique, j'ai adoré l'aspect un peu bizarre où on sait pas trop où on va. J'adore l'acteur principal. Il y a pas que l'acteur principal aussi, j'adore Ethan Hawke. Et donc du coup, même si elle a plein de défauts, je trouve qu'elle fonctionne quand même bien. On est bien tenu en haleine. Elle est très divertissante. On a envie de savoir ce qui se passe. Et chaque épisode, j'étais impatiente d'avoir la semaine suivante. Mais je comprends que les gens n'aient pas aimé. FR Jazz, tu vois, tu dis que t'as pas aimé. Je comprends. Vraiment, là, pour le coup, j'ai hésité à la mettre, mais j'avoue, je me rappelle que j'attendais tellement avec impatience, et à chaque fois on discutait des épisodes avec Jérôme, ça générait pas mal de discussions, on était à chaque fois emballés par les musiques, même d'un point de vue culturel, elle explore des choses que les autres séries Marvel ne font pas, donc j'ai trouvé vraiment intéressante, pas parfaite mais vraiment intéressante, donc et très divertissante. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Série en position 4, Better Call Saul, que vous avez milité pour que je regarde. Vous voyez, vous avez gagné, hein. Elle est dans mon top 4, Better Call Saul. Better Call Saul, donc disponible sur Netflix. Je crois qu'il y a 6 saisons. Vous m'avez fait rattraper 6 saisons. Voilà, donc je l'ai terminé en décembre. J'ai beaucoup aimé. Alors... c'est une série qui a beaucoup évolué entre les premières saisons et les saisons d'après. J'ai beaucoup aimé les premières saisons. Je trouve qu'il y a eu un ventre mou après la fin des intrigues familiales, on va dire ça comme ça. Mais je trouve qu'il y a quand même des trouvailles de storytelling, de cadrage. Les acteurs sont formidables. C'est une série lente, donc attention, c'est difficile à binge-watcher. Et c'est un certain rythme, donc ça va pas plaire à tout le monde. Mais j'ai beaucoup aimé. Et pour le coup, elle m'a tenue en haleine là où Breaking Bad, j'avais arrêté. Donc je trouve qu'il y a une capacité à se renouveler quand même dans la série, ce qu'il y avait un peu moins, j'ai trouvé, chez Breaking Bad, où on était un peu dans la surenchère des plus gros gangs, plus de deals de drogue, etc. Un peu le même problème que j'avais avec Sons of Anarchy sur des plus gros problèmes de gangs et compagnie. Donc voilà, ouais, j'ai bien aimé le quotidien un peu plus normal entre guillemets de Better Call Saul. Donc ça, voilà, position 4 pour moi. Troisième série dans mon top 3, donc troisième position, For All Mankind sur Apple TV. Alors cette série, je vous en parle chaque année, je pense. Donc dernière saison en date, il y aura la suite qui va paraître. J'adore toujours cette série, je trouve elle réussit vraiment son pari. Donc série dystopique avec une alternative où c'est les Russes qui vont poser le pied sur la Lune là, en premier. Et donc, ça va être le point de départ de tout ce qui va changer, du coup, d'une réalité alternative de comment le monde aurait pu évoluer différemment, et comment la conquête spatiale aurait pu évoluer différemment. Et je trouve, que ça fonctionne bien. Ils arrivent à nous tenir en haleine. Les acteurs sont chouettes. Assez curieuse de voir la prochaine saison. Il y a des sauts dans le temps à chaque saison. Donc, on se demande où est-ce qu'on va revenir. Donc voilà, assez emballé, à voir. Et puis oui, c'est pas une dystopie, c'est une uchronie. Je me suis trompée. Merci beaucoup Pierre Neve pour la correction. C'est une uchronie. T'as raison. Et deuxième série. Là ensuite on est sur mes top.
Deuxième série pour moi, c'est Rings of Power. Rings of Power du Seigneur des Anneaux, adapté de Tolkien, sur Amazon Prime Video. Bon, bah là, c'est la groupie, hein. Vous me dites Heroic Fantasy, Seigneur des Anneaux, avec une production de folie, de bons acteurs qui ne changent pas d'un épisode à l'autre. Moi, je l'adore. J'ai kiffé, j'ai pris mon pied, je sais pas comment vous le dire autrement. J'ai hâte d'avoir la prochaine saison. J'ai envie de me le re-regarder. C'est, je crois, la première chose que j'ai dit à la fin de la saison. J'ai dit à Jérôme, il faut qu'on se la re-regarde. Et du coup, on s'est refait le Hobbit, le Seigneur des Anneaux. C'est pour vous dire combien on a aimé. Donc voilà, pour moi, deuxième position. Pas la première, mais deuxième position. Et première position, vous l'avez deviné en grande partie dans la chatroom, c'est Severance. Severance, disponible sur Apple TV, qui est vraiment pour moi la claque de l'année 2022, de très loin. J'ai adoré les autres séries que j'ai citées, mais pour moi, elle distance quand même largement les autres séries que j'ai mentionnées. Severance, pour moi, elle a un concept, un pitch innovant, créatif, un traitement très créatif aussi, un générique incroyable, des acteurs formidables, une ambiance unique. Je sais pas quoi vous dire de plus. Elle est... ouais, j'en ai encore des frissons rien que de me remémorer la série. Donc le pitch de la série, c'est que vous suivez le quotidien d'un employé de bureau, mais qui a un travail un peu particulier, qui lui demande de signer un contrat qui va stipuler qu'il accepte de séparer sa vie personnelle de sa vie professionnelle, mais c'est extrême, c'est-à-dire que il va switcher son cerveau. Son cerveau, il va avoir accès à une partie de son cerveau quand il est au travail et une partie de son cerveau ou de sa mémoire quand il est dans sa vie perso, et ces deux vies ne communiquent pas, c'est-à-dire qu'il ne se souvient pas de l'une ou de l'autre quand il change d'environnement. Et donc du coup il y a des questionnements philosophiques, éthiques, passionnantes avec cette série, en plus du traitement créatif qui est formidable, en plus des acteurs qui sont formidables. Donc vraiment la claque de l'année pour moi. Voilà. Sur ce, il est 9h31. Il faut que je vous laisse. Mais voilà, si vous n'avez pas vu Severance, que vous avez Apple TV, mais allez-y. J'allais dire allez-y les yeux fermés, mais non, allez-y les yeux grands ouverts. Attention, c'est une série vraiment particulière, avec une ambiance particulière, mais elle est formidable. Moi, ça a été vraiment mon gros coup de cœur. Voilà. J'ai pas vu Tokyo Vice, mais je sais que Jérôme aime beaucoup. Là, il a commencé. Ça faisait partie des séries que je voulais voir, mais que j'ai pas eu le temps de regarder aussi. Voilà. Donc, vous avez eu mon top 2022. J'espère que ça vous a donné des idées pour celles que vous n'avez pas encore vues, ou peut-être donné envie. Voilà. En tout cas, je suis ravie de voir que certaines personnes ont suivi mes recommandations. Oui, évidemment, on a regardé Ted Lasso. Évidemment. Mais il n'y en a pas eu cette année. C'était l'année dernière, non ? Il me semble qu'on les avait déjà vus. Sur ce, avant de se quitter, on va quand même regarder vers qui on va faire un petit raid. Quand même. Et puis on va faire un petit raid. Voilà. Chez quelqu'un qu'on aime bien. Pépipin. Voilà. Pour en profiter et en prendre plein les yeux. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et puis demain, vous retrouvez Jérôme, comme d'habitude. Très bonne journée à tous et à bientôt. Bye bye.